Bon, bah, écoutez, tout d'abord, Sophie et moi, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la CSRD. Donc, on a un petit programme, voilà, qui est le suivant. On va déjà revenir sur ce qu'est la CSRD concrètement, comment est-ce qu'on vient s'aligner à cette réglementation, et puis on parlera aussi ben, du métier de Sophie, hein. Quel est le rôle de l'auditeur et quelles sont les attentes dans le cadre du rapport de durabilité. Et on vous apportera aussi nos conseils pour que vous puissiez réussir votre projet CSRD. Et naturellement, on va remettre tout ça dans le contexte actuel. Comme vous l'avez vu, ça a pas mal bougé ces dernières semaines. Il y a encore des nouvelles actualités qui sont sorties aujourd'hui. Donc, on vous partagera les informations que l'on aura et puis on vous tiendra informé ces prochains jours, ces prochaines semaines de comment cela évolue. Hop, on peut peut-être déjà commencer par se présenter. Alors, Sophie Perrotin, donc plusieurs d'entre vous me connaissent, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes, donc au sein du cabinet groupe Excel, et puis aussi en charge du projet RSE au sein du cabinet. On en reparlera, mais j'ai suivi le parcours. Pardon, j'ai oublié de couper le téléphone. Euh, j'ai également suivi le parcours de la compagnie des commissaires aux comptes pour être auditrice de durabilité. Donc, c'était un parcours de 90 heures l'an dernier et qui donne droit, en fait, après, à être inscrit comme auditeur, tout comme Marc Lavry ou David Gallo au cabinet. Voilà. Et on a une équipe également de plusieurs auditeurs qui ont suivi un parcours un petit peu plus court de 40 heures, mais qui permettent aussi de réaliser des audits. Voilà, notamment Maxime Langlois pour ceux qui le connaissent. Merci Sophie. Donc de mon côté, Marion Martinez, je suis la fondatrice de Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE spécialisée sur les PME et les ETI. Donc nous, on est situé entre La Rochelle et Nantes. On est une équipe de 4 collaborateurs et on accompagne les entreprises du territoire à structurer leur démarche RSE, la déployer, la communiquer. Le groupe Excel fait d'ailleurs partie de nos clients et on est heureux aujourd'hui de s'associer au groupe Excel justement pour voir comment aller plus loin sur les sujets de CSRD, puisque d'un côté, on va avoir le groupe Excel capable d'auditer les rapports RSE, enfin les rapports de durabilité, et de l'autre côté, on peut avoir nos services pour vous aider à structurer et formaliser votre projet CSRD. Voilà, donc quelques slides pour vous expliquer pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. On a 4 axes de travail. La sensibilisation, parce qu'on ne peut pas lancer un projet RSE, CSRD sans que les collaborateurs ou à minima les managers soient impliqués, soient informés et aient envie de s'investir dans le projet. La structuration, donc là, on va peut-être par exemple faire le point sur tout ce qui est déjà bien, tout ce qui existe déjà, réfléchir aux axes d'amélioration que l'on va formaliser dans un plan d'action. Donc là, on accompagne au déploiement de ce plan d'action et on vous aide aussi à communiquer, valoriser vos engagements en interne et en externe. Du côté de Rupture Engagée, on a des clients un peu à droite à gauche avec parfois des logos que vous reconnaîtrez et souvent des logos que vous ne connaissez peut-être pas qui représentent finalement les TPE, PME de notre territoire et avec lesquels on est très heureux de travailler. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sophie, avant qu'on passe à la suite? Sur la présentation, non, effectivement, en interne, nous, on a mené donc, une démarche RSE, commencée l'année dernière en étant accompagnés donc, par le cabinet Rupture Engagée qui est présent à La Rochelle, pas très loin de chez nous. Et puis, effectivement, voilà, nous poursuivons les démarches ensemble. Et actuellement, on poursuit également par le bilan carbone pour nous. Donc là, par un cabinet qui nous a été aussi recommandé par Marion. Donc, si vous avez besoin, on a aussi des contacts sur cette partie-là. Merci, Sophie. Bon, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est là pour parler de la CSRD. Alors, on a déjà une petite question à vous poser. Non pas qu'on veuille vous faire travailler, voilà, mais est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous savez de la CSRD? Qu'est-ce que vous en avez compris à ce stade? On vous laisse le temps d'allumer votre micro. Monsieur Botton, je vois que votre micro est allumé.
Oui, bah, c'est surtout au niveau durabilité. Donc, il y a le personnel, les entreprises, la RSE. Enfin, c'est assez global, je crois. Oui, tout à fait, c'est assez global. On parle de sujets sociaux, par exemple, qui vont prendre en considération les collaborateurs, entre autres. Merci. Et il me Monsieur semble Dast- ouais, il me semble que l'impact environnemental est dedans aussi, c'est ça, hein? Oui, Oui, plusieurs volets. tout à Présente. fait. On va aussi retrouver le volet environnemental. Finalement, la CSRD, on ne va pas dire que c'est comme la RSE, puisque ce n'est pas exactement pareil, mais comme dans la RSE, on va retrouver un volet social, un volet environnemental et un volet de gouvernance. Pour définir la RSE de manière assez simple, il faut comprendre que c'est une directive de l'Union européenne dont l'objectif est de harmoniser le reporting extra-financier au niveau européen. Jusqu'à aujourd'hui, on avait des initiatives un peu par-ci, par-là, des réglementations qui concernaient à droite, mais pas à gauche. Donc là, on a finalement un cadre européen qui vient faciliter la transmission des informations en lien avec la RSE sur un modèle ESG, c'est-à-dire environnemental, social et de gouvernance. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une réglementation européenne dont l'objectif est d'avoir une grille commune de reporting extra-financier pour les entreprises d'une certaine taille, avec un certain chiffre d'affaires, ce que l'on vous expliquera juste après. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. On est là pour vous aujourd'hui. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, vous pouvez soit lever la main via l'outil du chat, soit nous interrompre directement. Ce sera avec plaisir. Alors, la CSRD, comme le disait Marion, donc c'est une directive européenne qui est parue en décembre 2022 et qui a été transposée en France en 2023. Donc, cette directive fait partie d'un ensemble de directives européennes. Donc, sans rentrer trop dans le détail, cette slide vous présente les autres directives européennes qui sont autour de ces sujets de durabilité. Et notamment, en obligation de transparence, on retrouve aussi la SFDR. Donc ça, c'est une directive qui concerne directement les établissements financiers qui, eux aussi, sont contraints, entre guillemets, à respecter des normes de durabilité pour pouvoir financer des activités plutôt durables. En obligation de transparence, donc on a la CSRD. C'est vraiment une notion de transparence, de décrire comment est organisée l'entreprise, les procédures en place, la stratégie, les impacts autour des 3 volets environnement, social et gouvernance. À droite de la slide, on a le règlement taxonomie. Donc, la taxonomie, en fait, la taxonomie verte, c'est des réglementations autour de des activités de l'entreprise, si elles sont durables, jugées durables, ou éligibles à devenir durables. Donc, normalement, tel que la CSRD est conçue actuellement, on a un point taxonomie verte, en fait, à regarder pour chacune des entreprises ou des groupes consolidés. Voilà. Donc, ça évoluera peut-être avec les évolutions européennes qui sont actuellement en cours de réflexion. Et puis, en bas de la slide, donc on avait une directive qui est plus sur une obligation d'agir. Contrairement à une obligation de transparence, là, il y avait des obligations d'action. C'est l'ACS 3D, donc qui était un projet en cours, et on verra que ce projet aussi est a priori reporté. Voilà. Donc, en tout cas, la CSRD, à la base, c'est une obligation de transparence, pas forcément une obligation d'agir, même si on le verra, il y a quand même des objectifs, des cibles à atteindre et que l'entreprise fasse en sorte d'atteindre ses objectifs. Mais en tout cas, à la base, ce n'était pas une obligation d'agir. Et oui, puis ça évolue très vite, toutes ces réglementations. Donc, en fait, un des intérêts de la CSRD, c'était très complexe, mais ça avait l'avantage, en fait, de
poser un cadre très normé, puisque les entreprises, les groupes cotés avaient l'obligation en fait de diffuser les indicateurs extra-financiers via la DPEF. Donc, c'était une déclaration, mais qui n'était pas forcément normée. Donc, les entreprises y mettaient un petit peu ce dont elles avaient envie de mettre. Là, l'avantage de la CSRD, c'est d'avoir un cadre très normé autour de normes appelées les ESRS. Il y a 12 normes ESRS, 2 qui sont transversales, c'est-à-dire que l'ESRS 1 pose les notions clés en fait de la CSRD, telles que la chaîne de valeur, la double matérialité, on reviendra sur ces notions-là, le périmètre également, les dispositions transitoires qui pouvaient exister et poser aussi le cadre de l'état de durabilité inscrit dans le rapport de gestion. Donc, le SRS 1, c'était vraiment les notions clés, le cadre conceptuel. Le SRS 2, on est sur 4 données d'information qui vont se diffuser après dans chaque norme thématique. Les 4 domaines d'intervention, c'est la gouvernance, la stratégie. On va entendre parler des IRO, impact, risque, opportunité. Et le 4e volet, les indicateurs et les cibles. Et donc, ces 4 domaines d'intervention, on va les retrouver dans chaque norme thématique. Donc ça fait 2 normes. Il y a 10 normes thématiques, 5 au niveau environnemental, 4 au niveau social et 1 au niveau gouvernance. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général des ESRS. Il était prévu, normalement en 2026, que ces normes soient complétées de 40 normes sectorielles. A priori, les évolutions font que ces normes sectorielles risquent de ne pas voir le jour. Mais pour l'instant, en tout cas, les 12 normes existent toujours. On verra, elles seront peut-être allégées, mais là, on n'a pas encore tout le contenu précis de ce qui sera la CSRD dans 2-3 ans. Super. Merci Sophie. Peut-être qu'on peut aussi introduire à ce moment-là l'analyse de double matérialité? Oui, parce qu'en fait, donc les 2 normes transversales, ça, elles sont obligatoires. On doit les retrouver. Et après, en fait, les normes thématiques, elles sont issues de ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité. Et c'est à partir de cette analyse-là qu'on va faire ressortir les normes matérielles significatives, importantes pour l'entreprise. On n'est pas obligé d'indiquer dans notre rapport de gestion la totalité des données relatives à toutes les normes thématiques. Donc, ça va nécessiter un travail en amont, que Marion vous expliquera tout à l'heure, sur cette analyse de double matérialité. Il n'y a qu'une norme qui est à l'heure actuelle indispensable de toute façon, c'est la norme E1, changement climatique. Si une entreprise ou un groupe de sociétés juge qu'elle n'est pas significative ou importante, il faudra absolument le motiver dans le rapport de gestion, puisqu'on part du principe qu'aucune entreprise n'est à l'abri de conséquences importantes au titre du changement climatique. Mais en tout cas, les 5 normes environnementales qu'on voit à l'écran, changement climatique, pollution, eau et ressources marines, biodiversité et économie circulaire, ou en social, le personnel de l'entreprise, travailleurs de la chaîne de valeur, communauté affectée, consommateurs et utilisateurs finaux et gouvernance, conduite des affaires, restent des normes, entre guillemets, facultatives, mais il faudra préciser si elles sont jugées significatives du point de vue de l'analyse de double matérialité. Donc ça, on reviendra sur la notion de double matérialité. Juste quelques précisions sur les thématiques personnel de l'entreprise. Donc là, on est sur vraiment le personnel interne à l'entreprise. Travailleurs de la chaîne de valeur, on va en reparler de cette notion de chaîne de valeur, mais ça va être aussi en amont et en aval, donc fournisseurs, par exemple, ou intérimaires. Communauté affectée, ça peut être les riverains, ça peut être les peuples autochtones, suivant où les entreprises sont implantées. Et puis consommateurs et utilisateurs finaux, là, on est plus sur la notion client et distribution. Voilà. Gouvernance, conduite des affaires, ça regroupe l'éthique, les lois sur le blanchiment, voilà, des différentes thématiques. Et ces normes, ces 10 normes thématiques, en fait, dans la CSRD, elles sont redécomposées en sous-thèmes. On
Voilà, on a quelques exemples à l'écran, si tu veux compléter, Marion. Oui, voilà. En fait, finalement, c'est assez simple à comprendre. La CSRD, on a des grands chapitres avec des thématiques et des sous-thématiques. Donc là, par exemple, dans la norme environnementale, donc c'est ce qui est affiché en vert, vous avez les ESRS spécifiques, comme le changement climatique, la pollution, et à chaque fois, on va avoir des sous-thématiques qui sont les différents sujets sur lesquels on va devoir communiquer, que ce soit au travers d'indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Donc, au total, ça fait plus de 1100 indicateurs à partager, mais l'analyse de double matérialité est justement là pour faire le tri, ou en tout cas hiérarchiser, prioriser les sujets sur lesquels on doit reporter. Et puis, on va le voir aussi que dans le cadre de la simplification de la CSRD, il va probablement y avoir les indicateurs qualitatifs qui vont être réduits. Et peut-être aussi quantitatif. Mais c'est vrai que la première analyse, c'est vraiment l'analyse de double matérialité pour réduire au maximum ce nombre de données à diffuser et se concentrer sur les données essentielles. Donc normalement, quand vous regardez les sous-thèmes, ce sont probablement des sujets que vous traitez déjà dans le cadre de votre démarche RSE. Il n'y a normalement pas de nouvelles surprises, ou en tout cas, si ce sont des sujets que vous découvrez, c'est probablement des sujets qui ne vous concernent pas. Si vous avez déjà une démarche RSE, alors vous avez déjà peut-être travaillé sur votre impact social et environnemental. Et si votre démarche RSE est encore à structurer et à formaliser, alors c'est l'occasion de le faire au travers de cet exercice. Et on en reparlera tout à l'heure, mais la CSRD est en train d'être décalée pour donner plus de temps aux entreprises pour s'organiser. C'est justement le moment de structurer, formaliser son engagement RSE et son projet CSRD pour ne pas se retrouver au pied du mur dans 1 an et demi avec une deadline 6 mois plus tard de production du rapport de durabilité, comme ça a été le cas finalement pour nos premiers clients cette année. Donc, vous voyez, on a finalement une thématique environnementale, sociale et de gouvernance, divisée en plusieurs sous-thématiques, qui sont probablement des sujets que vous traitez peut-être déjà, et sur lesquels il s'agira de communiquer de l'information quantitative et qualitative en fonction des sujets les plus prioritaires et les plus pertinents pour votre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Alors, Grégoire, on entend un petit peu le fond, mais je suppose que ce n'est pas vous, c'est plutôt Stéphane. Oui, le bureau est fermé, c'est les bureaux d'à côté, désolé. Ça marche. Bon, écoutez, on peut passer à la deuxième partie, alors voir comment est-ce que ça va être appliqué, le calendrier et les seuils. Sophie va commencer par nous expliquer justement qui est concerné par la CSRD. Alors, le calendrier que vous voyez à l'écran, donc c'est le calendrier qui était prévu dans la CSRD, qui actuellement est toujours celui applicable, mais on verra les évolutions récentes et futures. Donc, actuellement, là, en 2025, sur les données 2024, sont concernées donc les grandes entreprises qui étaient précédemment concernées par la DPEF, donc plutôt les entreprises cotées, donc voilà, qui publiaient déjà des indicateurs extra-financiers, pas sous le format CSRD, mais voilà, sous le format DPEF. Donc, ce n'est pas le cas de vos entreprises. En revanche, à compter de 2026, sur les données 2025, davantage d'entreprises devaient être concernées, environ 50 000 entreprises supplémentaires. Et là, ça concernait les entreprises ou les groupes consolidés avec un effectif salarié supérieur à 250, un total bilan supérieur à 25 millions ou 30 millions au niveau chiffre conso, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions ou 60 millions au niveau des données conso. Et donc, c'était 2 des 3 seuils suivants qui faisaient en sorte que l'entreprise ou le groupe rentrait dans l'obligation de publication d'état de durabilité CSRD. Le périmètre, il est le même que le périmètre des comptes consolidés. Donc, pour ceux qui établissent des comptes consolidés, voilà, c'était le même périmètre. Voilà. Et puis après, ça s'étendait à des PME cotées ou à des filiales européennes. Donc, ce qui était important à retenir, c'est qu'effectivement, la CSRD
s'appliquerait en 2026 sur les données 2025. On va voir les évolutions récentes. Et on précise néanmoins que donc, certaines PME ne sont pas directement concernées par la CSRD, mais peuvent être indirectement touchées, soit parce qu'elles sont elles-mêmes fournisseurs de groupes de sociétés qui rendent à cette obligation. Et donc, en tant que fournisseurs, ces entreprises font partie de la chaîne de valeur. Donc, elles vont être des parties prenantes, elles vont être consultées par les grosses sociétés qui, elles, sont dans cette obligation. Et elles vont peut-être devoir fournir elles-mêmes des états de durabilité, peut-être pas aussi complets que ce qu'imposait la CSRD, mais indirectement, en tout cas, de publier certaines données et voilà, et peuvent se retrouver à devoir répondre à des appels d'offres de clients qui sont intéressés si eux-mêmes produisent des états de durabilité. Et on peut être sur un reporting volontaire, bien sûr. Donc ça, c'était ce qui était prévu. Et voilà ce qui se passe. Et donc, il y a un projet de directive européenne, dit Omnibus, qui a été présenté récemment, donc au mois de mars. Alors, avec donc un seuil d'effectifs salariés qui serait augmenté, c'est-à-dire que les entreprises entre 250 et 500 salariés ne seraient plus, a priori, concernées directement par la CSRD. Alors, il reste un débat entre 500 et 1000 salariés. On avait eu des premières informations autour de 1000 salariés et a priori, le projet qui a été publié la fin mars, semaine dernière, parle de 500 salariés. Donc, en fait, c'est 500 salariés et soit la condition de chiffre d'affaires qu'on a vu tout à l'heure ou la condition de total bilan. Mais c'est d'abord l'effectif. Là encore, si on est sur un groupe consolidé, c'est l'effectif consolidé. Donc ça, c'est un des premiers points d'allègement de cette directive CSRD. L'autre point, c'est le décalage des dates de 2 ans. Donc, en fait, ceux qui étaient dans l'obligation cette année, c'est décalé à 2027. Et donc, les entreprises, on va dire au-delà de 500 salariés et qui respectent le critère de chiffre d'affaires ou de total bilan, ce serait donc en 2028 à partir des données de 2027. Il est envisagé aussi une simplification des normes, ce que disait Marion tout à l'heure. A priori, plutôt une réduction des normes qualitatives qui seraient publiées, peut-être aussi des normes quantitatives. Donc, il a indiqué aussi que chaque État devrait transposer ses reports de délai au plus tard le 31 décembre. Puisque là, actuellement, on est sur un projet de directive européenne. Donc, on suppose qu'il va devoir y avoir un vote et aussi une transposition dans les États, dans chaque État membre, donc y compris en France. Ce qui est important de préciser, c'est que tant que rien n'est voté, ce qui a été voté s'applique. Ce qui a déjà été voté s'applique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont censées être concernées par la CSRD telle qu'elle a été imaginée au début doivent quand même être en veille et peut-être commencer les exercices, puisqu'il n'est pas exclu que rien ne bouge, même si c'est peu probable. On le voit bien, le contexte réglementaire évolue, probablement décalé, les seuils plus allégés, mais tant que ce n'est pas voté, la CSRD est maintenue en l'état. Donc faites attention malgré tout à, au mieux possible, anticiper et prendre de l'avance sur ce travail, puisque de toute manière, même en s'y prenant 2 ans à l'avance, ce n'est pas trop. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire dans le cadre de son projet RSE, CSRD, ne serait-ce que se structurer, embarquer son équipe, sensibiliser son CODIR. Dans tous les cas, soyez vigilants quant aux dates parce qu'on ne sait pas exactement encore ce qui va être déterminé. Et effectivement, parce qu'il y a tout un travail en amont qui est très long. Marion, qui accompagne des entreprises par rapport à la CSRD, nous confirme au niveau des temps de préparation, d'analyse de double matérialité. C'est un travail qui est vraiment essentiel à faire puisque ça permet aussi d'alléger les données. Et puis, comme je disais, dans le SRS 2, il y a 4 domaines d'intervention, notamment la gouvernance, la stratégie, la notion d'IRO, impact, risque, opportunité. Donc, en fait, c'est toute une réflexion sur la stratégie d'entreprise, sur
les risques, mais aussi les opportunités d'aller sur des activités plus durables ou des stratégies de développement commercial. Voilà, donc il y a toute une réflexion en amont qui après se diffuse dans chaque norme. Et finalement, c'est peut-être pas la collecte des données qui sera la plus compliquée à réaliser, d'autant plus si le nombre de données est allégé, mais c'est tout ce travail en amont. Donc ça peut être effectivement anticipé. Et quelque part, le fait qu'il y ait ce report envisagé de 2 ans, ça devrait permettre effectivement d'avoir un peu plus le temps, mais effectivement d'éviter de se retrouver dans le cas de l'année dernière où il fallait réagir vite pour être prêt au bon moment. Voilà, ça peut donner le temps suffisant pour mieux préparer l'amont et pour que ce soit beaucoup plus facile à la sortie. Alors justement, si on cherche à se structurer et à s'organiser et à se projeter dans les 2 premières années, quelles sont les étapes à suivre pour s'aligner à la CSRD? Bon, écoutez, la méthode, c'est finalement pas nous qui l'avons inventée, dans le sens qu'il y a des attentes de la part de la CSRD avec des étapes indispensables, comme par exemple la double matérialité ou l'analyse d'écart entre les indicateurs que vous avez déjà et ceux qui manquent. Mais par contre, dans la manière que l'on va avoir pour organiser le projet de manière globale, là, on peut être force de proposition. La première étape qu'on vous préconise, finalement, c'est un peu comme dans une démarche RSE plus globale, on a besoin de se former et de sensibiliser. Pour la formation, je préconiserais que ce soit l'équipe projet RSE et éventuellement le CODIR, qui vont avoir besoin d'être impliqués dans le projet CSRD, puisque la collecte des indicateurs, ce sont des alliés, on va avoir besoin de leur aide pour collecter les indicateurs. Donc, c'est quand même plus pratique s'ils comprennent de quoi on parle. Donc, la formation, je dirais à minima le groupe projet RSE et éventuellement le CODIR. Concernant la sensibilisation, un peu comme en RSE finalement, je vous préconise une sensibilisation autant en interne qu'en externe. Je ne veux pas dire que tous les collaborateurs vont être impactés par la CSRD, mais une bonne partie. Vous aurez besoin de relais en interne, d'ambassadeurs qui pourront faire le lien avec vos clients, vos fournisseurs, votre territoire, parce que c'est une attente dans le cadre de l'analyse de double matérialité. Donc, la sensibilisation peut prendre le format d'un webinaire ou d'un podcast ou d'un mail ou d'une réunion. Peu importe, parfois on peut aussi faire au plus simple, la réunion ça fonctionne bien, mais c'est important que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise comprennent pourquoi est-ce qu'on met en place le projet CSRD, quels sont les tenants et les aboutissants, et quelle est la feuille de route sur la prochaine année, et aussi en quoi est-ce que ça va les concerner. Je vous conseille aussi à cette étape d'impliquer vos parties prenantes externes, clients, fournisseurs, sous-traitants, etc., puisqu'on aura besoin de leurs informations dans le cadre du projet CSRD. Donc, le plus tôt on les habitue à dialoguer avec eux autour de ces sujets, le plus facile ce sera pour vous ensuite d'aller chercher de la donnée et surtout de viser une amélioration continue de vos impacts mutuels. Puisque, évidemment, la CSRD, c'est une contrainte réglementaire, etc. Mais avant toute chose, c'est pour faciliter les relations entre les parties prenantes vis-à-vis de l'impact qu'elles ont sur la planète et sur les gens au niveau du volet social. Donc, n'oublions pas d'intégrer dans la discussion et dans la sensibilisation tous les acteurs qui ont un impact de près ou de loin sur notre activité et sur qui nous avons aussi un impact. Deuxième étape, je vous dirais d'adapter votre entreprise, votre organisation. Donc, si ce n'est pas encore fait, constituer un groupe projet, réfléchir à comment est-ce que vous allez vous organiser. Est-ce que c'est un rendez-vous de 2 heures tous les 2 mois? Est-ce que c'est une journée par trimestre? Voilà, s'organiser. C'est parfois le plus difficile finalement. Je me rends compte que ce qui est difficile, c'est pas de suivre la recette, c'est de savoir qui va acheter les ingrédients, qui va d'abord casser les œufs, qui va remuer et qui va bien vouloir mettre dans le four. Suivre la recette, c'est pas ce qui est le plus difficile. Encore faut-il des gens qui veuillent bien s'investir dans le projet. Donc, prenez le temps, surtout que là, vous l'avez, pour vous organiser et mettre en place un véritable projet en mode gestion de projet.
Ensuite, l'étape 3, c'est la mise en place de la vérification, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'ores et déjà de sélectionner votre auditeur, donc en l'occurrence probablement le groupe Excel, pour vous aider plutôt pour vous auditer sur votre rapport de durabilité. Alors, oui, peut-être précision, effectivement, groupe Excel, si on est commissaire aux comptes de vos structures, si vous êtes impacté, effectivement, quand on est expert comptable, ça sera probablement soit votre commissaire aux comptes actuel, l'un ou les deux, et puis ça peut être aussi un autre auditeur s'il n'est pas agréé auditeur de durabilité, puisqu'en fait, le commissaire aux comptes doit avoir suivi le parcours de durabilité et être inscrit sur la liste des auditeurs de durabilité. Mais effectivement, si on est expert comptable, on ne pourra pas être en même temps auditeur de durabilité du même groupe. Ensuite, étape 4, faire le point sur tous les indicateurs que vous avez déjà et mesurer l'écart avec ceux qui vous sont demandés. Donc, c'est ce qu'on appelle la gap analysis, c'est-à-dire l'analyse d'écart entre la situation actuelle et le reporting souhaité. Il s'agit aussi de faire une analyse de double matérialité, c'est-à-dire un exercice qui permet de prioriser et de hiérarchiser les différents ES. On y reviendra juste après, je vous partagerai quelques techniques pour réussir votre analyse de double matérialité. Et ensuite, en dernier lieu, le fait de préparer votre rapport, c'est-à-dire formaliser tout cet exercice dans le rapport de durabilité. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? Alors, est-ce que je peux juste prendre le soin de vérifier que vous m'entendez encore parce que mon ordinateur s'est mis en mode miniature. Et on vous entend bien. Merci. J'ai coupé le mien. Super. Et on va faire un petit focus justement sur l'analyse de double matérialité. Donc, nouvelle question interactive. Qu'est-ce que vous avez compris de votre côté à propos de l'analyse de double matérialité? Est-ce que quelqu'un, courageux, une courageuse, voudrait essayer de nous expliquer ce que ça veut dire concrètement? Et si vous en aviez déjà entendu parler avant aussi. Oui, Sébastien? Alors moi, j'en avais pas entendu parler avant. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ça permet en fait de prioriser les sujets ou enfin hiérarchiser les normes qu'il faut absolument mettre par rapport à d'autres, c'est ça? Enfin, pas les normes, mais les informations qui sont plus essentielles par rapport à d'autres, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, on va tout vous expliquer. Déjà, première chose à savoir, c'est que matérialité a été traduit du mot anglais materiality. On aurait pu traduire ça en français plutôt par pertinence. Une matrice de matérialité, c'est une matrice qui vient identifier les enjeux les plus pertinents. C'est peut-être plus simple déjà si on met un mot qui nous parle plus dans la définition. Donc, la double matérialité, c'est un exercice qui permet de hiérarchiser, prioriser les sujets les plus pertinents, les plus importants pour notre secteur d'activité. En fonction de notre taille d'entreprise, en fonction de notre secteur d'activité, en fonction de qui sont nos parties prenantes, on n'aura pas les mêmes sujets prioritaires. C'est normal. Une société du bâtiment n'a pas les mêmes enjeux RSE qu'une société de services ou d'une autre industrie. Donc, l'exercice de double matérialité, c'est un prérequis, c'est une attente de la part de la CSRD qui permet de dire, tiens, ces indicateurs-là, je les garde, en revanche, ceux-là, je les enlève parce qu'ils ne sont pas pertinents et je peux justifier qu'ils ne sont pas pertinents grâce à l'analyse que j'ai réalisée. On parle de double matérialité, donc une analyse finalement avec deux regards différents, parce qu'on va autant se demander quel est l'impact de l'entreprise sur l'enjeu que quel est l'impact de l'enjeu sur l'entreprise. Je vous prends un exemple.
J'ai une entreprise spécialisée dans la transformation du bois en contreplaqué. Je vais me poser la question de quel est l'impact de mon entreprise sur le dérèglement climatique. Donc peut-être que là, je pourrais dire, bah, tiens, mon activité génère de la coupe de forêt, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre à cause des machines. Donc voilà, mon entreprise impacte de telle manière le dérèglement climatique. Mais de l'autre côté, on va aussi se demander quel est l'impact du dérèglement climatique sur mon activité. Et là, je pourrais dire, bah, tiens, je sais qu'à cause du dérèglement climatique, eh ben, il y a de gros problèmes météorologiques, qu'il y a de plus en plus de sécheresse, de plus en plus d'inondations. Donc, ça vient un peu condamner sur le moyen terme la vie des forêts que j'exploite aujourd'hui. Donc, le dérèglement climatique peut avoir un véritable impact et représenter un véritable risque sur mon activité. C'est une analyse avec deux regards différents, autant l'impact de mon entreprise sur les ESRS que l'impact de l'ESRS sur mon entreprise. Donc d'un côté, on parle de matérialité à impact et d'autre côté, de matérialité financière, puisque naturellement, les risques que ça représente pour mon entreprise sont souvent des risques financiers, de ne plus pouvoir exister ou de ne plus pouvoir opérer dans les conditions qui existent comme nous faisons aujourd'hui. Donc cet exercice, il est super intéressant parce que, vous voyez, on prend la CSRD sous l'angle risque et opportunité et pas que sous l'angle contrainte réglementaire. Donc si demain, vous devez vendre le projet en interne et embarquer vos collègues dans l'exercice, dites-leur que c'est l'opportunité de se poser la question de comment notre entreprise impacte le monde et comment le monde impacte notre entreprise. C'est bien plus intéressant de voir les choses comme ça que se dire qu'on a 500 indicateurs à collecter à cause d'une réglementation. Et Marion évoquait des exemples avec des risques, des aspects plutôt négatifs. Mais effectivement, comme elle le dit, c'est les risques et les opportunités, que ce soit dans la matérialité impact ou la matérialité financière. Ça peut être aussi des effets positifs, des impacts positifs dans un sens et comme dans l'autre. Et encore une fois, la CSRD, c'est une obligation de transparence. Ce n'est pas forcément de dire que les aspects négatifs à améliorer, mais il peut y avoir de réelles opportunités dans un sens comme dans l'autre. Oui, tu as raison de le préciser, tout à fait. Et donc, en fait, se construisent des matrices de double matérialité qui permettent, à partir de ces matrices, d'identifier effectivement les enjeux prioritaires et de cibler les indicateurs à publier. Il y a déjà des rapports qui sont sortis ces dernières semaines, donc on pourra peut-être vous transmettre dans le mail de restitution des exemples de rapports de durabilité, mais aussi de matrices de double matérialité, pour que vous ayez un ordre d'idée de comment ça prend forme. Oui, parce qu'effectivement, les entreprises qui étaient précédemment concernées par la DPEF devaient, dès cette année, publier des états de durabilité version CSRD. Donc, effectivement, avec des matrices de double matérialité également. Allez, on introduit une dernière notion clé, c'est la chaîne de valeur, c'est-à-dire toutes les personnes qu'il y a avant et après. On va dire toutes les personnes, ou plutôt les entreprises, hein, les fournisseurs, les sous-traitants, ce sont ceux qu'il y a en amont. Et en aval, il y a aussi les clients, les usagers, les distributeurs. On doit les intégrer dans notre réflexion, dans l'exercice de la double matérialité, parce que ce n'est pas que moi qui va décider de quel est l'impact que j'ai, en bien ou pas bien, sur les autres. C'est aussi les autres qui vont me dire, bah, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, vous avez un impact négatif ou un impact positif sur nous au travers de tel et tel exemple. Ce n'est pas que nous qui décidons de ce qui est important ou non, c'est aussi en intégrant nos parties prenantes, celles qui font partie de l'amont et de l'aval, à la réflexion et à l'exercice. Et d'expérience, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de créer l'habitude de dialogue. Et par exemple, pour dialoguer avec vos clients, il faut demander à vos commerciaux de dialoguer avec eux, parce que c'est eux qui ont la relation. Sauf que si votre commercial il n'a jamais entendu parler de RSE et de CSRD, il ne va pas trop savoir quoi dire. Donc c'est ça qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est anticiper le cadre dont on va avoir besoin pour réussir à réaliser son exercice de double matérialité ou plus largement de la CSRD. Je vous prends un dernier exemple. Si on doit interroger nos fournisseurs,
eh ben, c'est pas à vous, référent RSE, de le faire forcément, c'est s'appuyer sur votre responsable achat ou les différents acheteurs de votre entreprise pour qu'ils vous aident à dialoguer avec les fournisseurs. Sinon, vous n'aurez pas de réponse. Si la personne ne vous connaît pas sur un sujet qu'elle ne comprend pas, il y a peu de chances qu'elle s'implique dans la discussion. Donc, c'est un exercice super intéressant parce que ça vient vraiment poser des questions presque de société, dans un contexte réglementaire, certes, mais qui est très, très utile dans le cadre de la survie de l'entreprise sur le moyen terme. Et au niveau de la chaîne de valeur, elle intervient aussi sur certains indicateurs qui seront à publier, notamment au niveau environnemental et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, puisque les bilans carbone, sans rentrer trop dans le détail, on parle de scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire que c'est des émissions à la fois directes émises par l'entreprise, mais c'est aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, pour bien réaliser, entre guillemets, un bilan carbone ou un peu plus fiable à communiquer au niveau environnemental, c'est vrai que la prise en compte de la chaîne de valeur est importante. Donc, quand on arrive à obtenir des informations de la chaîne de valeur, c'est plus fiable. Sinon, effectivement, on part sur des estimations fondées sur des moyennes sectorielles, mais peut-être qui seront un petit peu plus pénalisantes pour vous que si vous arrivez à obtenir avoir sélectionné des fournisseurs un petit peu plus vertueux d'un point de vue durabilité. Et bien justement, on va voir, grâce à l'expertise de Sophie, qu'est-ce qui est attendu dans le rapport de durabilité et en quoi consiste le rôle de l'auditeur exactement. Est-ce qu'avant de commencer, il y a des questions sur la partie matrice de double matérialité, notamment si vous la découvrez, cette notion? Bon, de toute manière, il faut se lancer, mais avant de se lancer, il faut s'organiser, tout simplement. Et juste pour revenir sur le périmètre, donc c'est le même périmètre que le périmètre de consolidation. Après, au niveau matérialité, on peut avoir un groupe, peut avoir une filiale à l'étranger qui ne représente pas, d'un point de vue économique ou chiffre d'affaires, un montant important, mais s'il est situé dans un pays emblématique, avec des risques climatiques, ça peut devenir une entreprise qui présente un caractère matériel sur cette thématique-là. Voilà, ça peut être déconnecté en fait du caractère significatif de l'enjeu financier, mais au niveau de l'enjeu thématique CSRD, ça peut être une filiale qui a un rôle important et à ne pas négliger. C'est vraiment l'ensemble du périmètre qui est à prendre en compte. Voilà, c'est un petit point complémentaire par rapport à la chaîne de valeur aussi. Donc, troisième partie, donc sur le rapport de durabilité et le rôle de l'auditeur. Donc là, ce que je vais vous présenter, connaissance actuellement, qui évoluera peut-être donc avec les évolutions en cours. Donc, tout d'abord, au niveau du rapport à publier. Donc, c'est le rapport de durabilité, il a intégré dans le rapport de gestion de l'entreprise ou du rapport de gestion consolidé de l'entité mère. Donc, c'est vraiment une partie intégrante de vos rapports de gestion que vous établissez déjà. Ce rapport, théoriquement, est à intégrer sur une plateforme européenne d'information sur les entreprises. L'objectif étant de pouvoir harmoniser et comparer les entreprises européennes entre elles. Donc, normalement, sous un format informatique spécifique, un format XBLR, donc on appelle ça du balisage informatique ou du tagging, c'est-à-dire que chaque donnée sera codifiée sous un certain format pour qu'il puisse être déposé sur cette plateforme de manière numérique et puisse être analysé comparativement entre toutes les entreprises européennes. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce balisage, mais c'était ce qui était prévu dans la CSRD. À voir si ce balisage sera allégé. Je pense qu'il y aura quand même un balisage parce que l'idée, c'est de pouvoir comparer les entreprises entre elles. Voilà, mais ça, c'est encore une étape à la fin, c'est-à-dire que quand bien même vous avez rédigé votre rapport de durabilité sous format Word intégré dans votre rapport de gestion, normalement, il devrait être codifié sous un autre format pour pouvoir être déposé numériquement. Mais ça, on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus.
Sans rentrer trop dans le détail, en fait, la norme ESRS 1 nous présente un peu la structure globale du rapport de durabilité en 4 parties. Donc, la première, les informations générales. Donc, on va revenir sur notre ESRS 2, c'est-à-dire les 4 domaines d'intervention, stratégie, gouvernance, IRO, impact, risque, opportunité. Donc, ça, sur la première partie. Et après, on a 3 parties par thématique. Donc, les informations environnementales, ESRS E1 à E5, ou en tout cas celles que vous aurez jugées matérielles, informations sociales, informations sur la gouvernance. Et puis, normalement, à l'heure actuelle, il doit y avoir un point spécifique à la taxonomie verte dans la partie environnementale, c'est-à-dire d'identifier parmi toutes vos activités les activités jugées dites durables ou avec des activités éligibles à la durabilité. Si vous avez des activités durables, il y a là aussi des indicateurs spécifiques à mentionner. Voilà. Mais retenez une chose, c'est que le rapport de durabilité, en fait, il fera vraiment partie intégrante de votre rapport de gestion. Alors, à l'heure actuelle, donc en audit classique, l'audit, on a nos normes d'exercice professionnel, les NEP, qui sont notre guide pour mener à bien toutes nos missions d'audit. Donc, il doit y avoir des NEP qui doivent paraître sur la durabilité. Donc, elles devaient paraître fin 2024 et puis ça ne l'est toujours pas. Et puis, donc, avec les évolutions récentes européennes au niveau de la CSRD, on n'a toujours pas nos normes d'exercice professionnel qui sont le guide pour dire exactement quelle diligence on doit accomplir. Pour autant, il y avait eu un avis technique de notre autorité d'audit qui était paru en juillet 2023 et qui donnait un petit peu le guide général de notre mission d'audit de durabilité. Donc, c'est assez proche, sur la démarche générale, c'est assez proche de notre mission d'audit des comptes. Donc, au centre d'indépendance, puisqu'on du coup, on doit exercer notre métier en toute indépendance. Et puis, si on part du haut du cercle, donc ça passe par l'acceptation, donc une lettre de mission spécifique, la phase de planification, l'identification des risques, de réponse aux risques, de documentation de notre dossier, du jugement professionnel et puis de l'émission d'une opinion. Donc, on est assez proche, en fait, de la démarche d'audit des comptes, mais avec une mission spécifique de durabilité. Au niveau de notre degré d'assurance, donc là, il y a une différence avec l'audit des comptes. L'audit des comptes, on est sur une assurance raisonnable, c'est-à-dire que c'est une assurance forte qui est exprimée de façon positive. Là, au niveau des états de durabilité, on est sur une assurance limitée, c'est-à-dire qu'on sera plus sur une conclusion sous forme négative. Disons qu'on n'a pas relevé de points qui remettent en cause la transparence ou les éléments transmis dans le rapport de durabilité. On reste toutefois donc sur notre jugement professionnel. On est toujours sur la prise de connaissance de l'entité et des éléments de contrôle interne qui ont permis d'élaborer l'état de durabilité. Mais par rapport à une assurance raisonnable, on est sur des procédures un petit peu moins étendues. Donc, on va être sur de l'entretien, sur des procédures analytiques. Il était prévu que cette assurance limitée se transforme en assurance raisonnable à horizon 2028. A priori, dans les évolutions de la CSRD, on resterait sur une assurance limitée. Voilà. L'idée, c'est de vérifier que les informations de durabilité qui sont publiées répondent aux critères de pertinence, de représentation fidèle et de vérifiabilité et de compréhensibilité par des tiers. Donc, si vous utilisez à un moment donné des données sectorielles, des estimations, c'est important que ce soit clairement décrit en fait, dans le rapport de durabilité. Ou si vous faites des références à des revues scientifiques, par exemple, que ce soit noté pour qu'on puisse s'assurer que ce soit vérifiable comme information. Alors, ce petit schéma pour
montrer les points communs et puis un petit peu les particularités entre le contrôle légal des comptes, que vous connaissez, l'audit des comptes, et puis l'audit des informations en matière de durabilité. Donc, des éléments spécifiques à l'audit des comptes, ça va être des tests de procédure et des tests vraiment de substance, des tests d'écriture. En point commun, donc on va être amené à pouvoir demander des informations auprès des personnes internes ou externes à l'entreprise ou à ses filiales, de procéder à des procédures analytiques, c'est-à-dire des comparaisons par rapport à l'année d'avant, par rapport aux données du secteur. Et puis, ça peut être aussi des observations physiques et des inspections sur site ou non. Et puis, spécifique à la durabilité, donc on peut étendre, ce n'est pas une obligation, mais on peut étendre à la demande d'information à la chaîne de valeur, ce qui n'est pas le cas dans l'audit des comptes, à part sur la circularisation des comptes des fournisseurs ou des clients. Ça va être aussi de recourir à des bases de données, des méthodologies sectorielles, scientifiques, puisqu'on va être aussi sur des données prospectives au niveau d'information de durabilité. Audit des comptes, on est en grande partie sur le passé, un peu sur du prévisionnel quand on va faire des tests de dépréciation des titres, par exemple, ou qu'on veut voir l'évolution de l'activité. En matière de durabilité, on va devoir vraiment se projeter sur du plus ou moins long terme, avec des objectifs, des stratégies, des hypothèses. On a aussi, on parle de scénario, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait, quel impact dans mon entreprise s'il arrivait telle crise climatique, par exemple. Donc, ça va nous nécessiter de recourir à des méthodes aussi de comparaison avec des données scientifiques, par exemple. Voilà. Donc, il y a des points communs, on va dire, entre les deux audits et puis des spécificités propres à ce qui est attendu en restitution. Merci Sophie. Et puis également un comparatif, donc je répète, on a nos normes qui ne sont pas encore parues, mais un comparatif au niveau de l'opinion. Donc à gauche, vous avez l'opinion, notre méthodologie des différentes opinions possibles dans l'audit des comptes. Donc ça va de la certification sans réserve, qui est dans la plupart des cas, certification avec réserve, éventuellement refus de certifier ou impossibilité de certifier. Et on va avoir un petit peu le parallèle sur l'audit de durabilité. Donc, soit un avis de conformité sans réserve, un avis de conformité assorti de réserve, un avis de non-conformité ou l'impossibilité de conclure. À savoir que dans l'audit des comptes, on peut être amené souvent à certifier sans réserve, mais à faire une observation avec un renvoi sur un point de l'annexe. A priori, on a la même possibilité donc au niveau de l'audit de durabilité et ça risque d'être quelque chose qui sera probablement assez fréquent, c'est-à-dire on sera sur un avis de conformité, mais on mettra peut-être en avant des observations sur des points de ce rapport de durabilité. Par exemple, si vous avez pris une hypothèse d'un scénario, une hypothèse de données scientifiques, que ça a un enjeu, que ça présente un enjeu matériel d'un point de vue durabilité, donc, c'est quelque chose d'important. On ne sera pas contre l'information qui aura été publiée, mais le fait de faire une observation permettra de mettre l'accent sur le fait que cette donnée, elle a été issue de telle source pour être le plus transparent possible vis-à-vis des lecteurs de vos états de durabilité. Et puis, alors, je vous ai mis, mais ça risque d'évoluer, hein, encore une fois, un petit peu la trame qui est prévue pour notre rapport. Juste pour vous mettre en avant qu'à l'heure actuelle, en fait, on a 3 points principaux qu'on doit vérifier. C'est la conformité de l'information avec les normes ESRS, donc avec la CSRD. Un point sur le processus d'élaboration de la double matérialité. On va devoir se poser la question sur comment vous avez conçu votre double matérialité et donc identifier vos enjeux significatifs d'un point de vue durabilité. On a aussi un point normalement de vérification du balisage informatique. Donc, ce que je vous disais, c'est-à-dire que d'un côté, vous aurez votre rapport de durabilité inscrit dans le rapport de gestion en version Word et normalement,
codifié dans un langage informatique XBLR. Et ça, cette codification, c'est le balisage. Il y aura une traduction, une transcription informatique. Normalement, il est prévu que nous portions une opinion aussi sur cette vérification, que toutes les données du rapport de gestion, on va dire, littéraire, aient été correctement codifiées, puisque c'est cette codification qui est déposée sur la plateforme. On a ce point-là, qui n'est pas du tout un point qu'on a l'habitude de voir dans l'audit des comptes. Et également, on se prononce sur le respect du règlement taxonomie verte, donc sur l'éligibilité des activités dites durables. Et s'il y a eu des indicateurs de calculer, on est censé vérifier ces informations. Donc, cette slide, c'était juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, tel que c'était prévu, on doit se prononcer sur 3 opinions, entre guillemets, le respect de la CSRD, le respect du balisage informatique et des notions de taxonomie verte. Donc ça va peut-être évoluer, d'une part parce que nos normes ne sont pas encore parues, et qu'effectivement, dans le projet de directive CSRD, il y aurait peut-être aussi un allègement au niveau de la taxonomie verte qui concernerait peut-être plutôt les entreprises encore de taille supérieure. Donc ça va peut-être évoluer, mais c'est pour que vous ayez une idée de nous, les contrôles qu'on sera amené à faire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la mission d'audit. En tout cas, nous, on reste bien sûr dans la tote de nos préconisations, de nos instances professionnelles. Et tu as d'ailleurs un webinaire demain, c'est ça? Oui, alors par l'ordre, jeudi soir, je crois, par l'ordre des experts comptables, donc justement par rapport à cette évolution de la CSRD, qui concernerait donc des taille un peu plus importante qu'à partir de 250 salariés, et puis aussi sur la démarche volontaire de CSRD. J'en saurais peut-être un petit peu plus là-dessus. Là, c'est l'ordre des experts comptables, et puis on est régulièrement informé aussi par la compagnie des commissaires aux comptes, qui, elle aussi, a œuvré par rapport au projet de directive européenne. Puisqu'en fait, ce projet Omnibus, il y a ceux qui sont totalement pour, ceux qui sont totalement contre, et puis c'est un arbitrage entre tout ça pour faire avancer la notion quand même de durabilité et d'un point de vue mondial, enfin en tout cas européen, et puis ceux qui freinent un peu par rapport à tout ça. Donc, Bon, on voit bien que le contexte, il évolue sans cesse, en tout cas en ce moment. Malgré tout, on a quand même des conseils à vous donner si vous souhaitez lancer votre projet CSRD. Le premier, c'est d'anticiper et commencer à construire une base de données assez robuste. C'est pas le plus facile d'aller chercher de la data, d'aller la collecter, parce qu'elle est dans l'ordinateur de l'un ou dans le fichier Excel de l'autre. On a besoin, de faciliter la collecte des données, puisque comme c'est un exercice qu'il faut faire tous les ans, si tous les ans on passe 3 mois à se demander qui a l'information, où est-ce qu'elle est et comment on la récupère, ça va vous faire perdre du temps sur le long terme. Donc là, on a le temps de s'organiser, d'anticiper. Donc, voyez comment faciliter la collecte de l'information et voyez pour organiser une base de données, une base d'indicateurs RSE qui est un peu CSRD friendly pour faciliter la mise en œuvre dans les prochains mois. Deuxième conseil, vous l'aurez compris, c'est d'identifier, hiérarchiser et impliquer vos parties prenantes dès maintenant. Parce qu'on a besoin d'elles pour la double matérialité et parce qu'on a besoin de leurs données, de leurs data, pour compléter les nôtres. Donc, le plus tôt on fait cet exercice, le plus facile ce sera, sachant que, comme on l'a dit, si on veut dialoguer avec nos fournisseurs, c'est quand même mieux d'impliquer notre service achat. Si on veut dialoguer avec nos clients, c'est quand même mieux d'impliquer nos commerciaux. Si on veut dialoguer avec nos banques, c'est quand même mieux d'impliquer la direction. Et si on veut impliquer nos parties prenantes internes, on a aussi besoin de les embarquer, de les sensibiliser et de leur expliquer quel va être leur rôle et leur responsabilité dans le cadre du projet CSRD. Voilà, donc finalement, j'ai pris un peu d'avance, former et impliquer ses collaborateurs, ou à minima les sensibiliser et leur montrer un peu égoïstement l'intérêt que ça peut représenter pour eux dans le cadre de leur métier. Par exemple, pour un commercial, le fait qu'il y ait une démarche RSE,
ça facilite beaucoup de choses dans la relation client, dans le cadre d'appels d'offres également. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec le contexte économique et politique, c'est effectivement le prix qui vient convaincre nos clients de travailler avec nous ou non, mais demain, ce sera encore plus notre engagement RSE qui comptera, peut-être au moins autant que le prix. Donc, impliquons nos collaborateurs, montrons-leur l'intérêt que ça peut représenter pour eux et donnons-leur aussi des éléments de langage et de la méthode pour les aider, à dialoguer avec leurs parties prenantes directes. Quatrième conseil, c'est d'être transparent. Vous voyez, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, partager autant ce que l'on fait de bien que ce que l'on pourrait faire de mieux, autant les risques que les opportunités, et tenir informé un peu tout le monde, nos parties prenantes internes et externes, dans cette dynamique-là. Et dernier conseil, c'est d'utiliser la CSRD comme une opportunité et quelque chose de positif. Moi, j'ai beaucoup lu CSRD contraintes, CSRD réglementation, CSRD punition. Moi, j'ai envie de dire CSRD opportunité de se demander comment est-ce qu'on va exister demain dans un monde qui va forcément évoluer à cause du dérèglement climatique, avec les conditions que l'on connaît déjà. Donc là, ça va plus loin que la simple RSE qui parfois est une stratégie de façade. Là, on se pose des vraies questions de pérennité de l'entreprise et de comment on va exister dans un monde incertain ou en tout cas qui est déjà en train d'évoluer, avec des conséquences que l'on connaît déjà. Et Marion évoque beaucoup la notion environnement, parce qu'en fait, en France, sur la partie sociale, on est quand même déjà par nature très bien avancé, puisqu'on a déjà toute une réglementation sociale et puis une prise de conscience sociale qui maintenant est assez diffusée dans toutes les entreprises. Donc, le S de ESG n'est pas celui qui est le plus problématique. Voilà. Donc, les enjeux sont un petit peu plus finalement sur la partie environnementale, même si que ce soit la RSE ou la CSRD, c'est pas restreint uniquement à l'environnement. Oui. Mais c'est vrai que c'est là où il y a encore plus à faire, on va dire, que au niveau social. Oui. Sauf si vous avez des entreprises, des filiales qui sont implantées effectivement dans des pays où au niveau droits de l'homme, c'est moins ça, ou au niveau travail, conditions de travail, c'est différent. Voilà. Mais sinon, globalement, dès que c'est en Europe, on est quand même. Le S, c'est assez simple à atteindre et en général, on peut avoir les données quantitatives assez facilement. Un petit peu plus compliqué sur la partie environnement. Écoutez, messieurs, dames, on arrive au bout de la présentation. Nous, on est là pour vous donner des méthodes, des outils et un cadre pour vous faire gagner du temps et pour répondre à vos questions. Donc, si demain, vous avez un besoin, vous avez nos coordonnées. On reste disponible pour vous tenir informé de l'évolution réglementaire et on reste disponible aussi pour vous aider à structurer le projet de manière à ce que, quand on saura mieux à quelle sauce on va être mangé, qu'on soit prêt. Est-ce que vous avez des questions complémentaires déjà d'ores et déjà? On a encore quelques minutes si besoin. Hop, j'éteins l'enregistrement en attendant. Merci beaucoup.